Nous avons le plaisir d'accueillir Heidi Sévestre, qui est normalement en visio au Svalbard. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci pour votre intervention. Donc, je vous présente très brièvement, hein, mais vous aurez l'occasion de le faire. Donc, vous êtes au Svalbard, donc là, qui est cet archipel rattaché à la Norvège. Vous êtes une glaciologue, spécialiste de la cryosphère. Alors, vous nous expliquerez justement ce que c'est, même si beaucoup d'entre nous savons de quoi il s'agit. On connaît beaucoup l'atmosphère, on connaît moins la cryosphère. Et, euh, et donc, là-bas, il y a énormément d'enjeux. Et alors, je vous ferai un petit signe, vous m'entendrez quand il restera 5 minutes. Et puis après, brièvement, quand il restera 2 minutes, parce que vous avez 25 minutes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on prendra un temps tout à l'heure pour regrouper les questions des interventions qu'il y a eu cet après-midi. À vous de jouer. Super, merci beaucoup et un immense merci en tout cas pour votre accueil aujourd'hui. Juste avant de commencer mon intervention, je voulais partager avec vous le paysage que j'ai sous les yeux. Alors si ça vous dérange pas, je vais déplacer ma webcam 2 petites secondes et vous montrer voilà le beau coucher de soleil que l'on a en ce moment au Svalbard. Je suis vraiment au cœur du Svalbard, à la capitale qui s'appelle Longyearbyen. Et le soleil est revenu il y a quelques jours à peine et le jour gagne très très rapidement sur la nuit, ce qui rend ces paysages absolument somptueux après, vous l'imaginez bien, après des mois et des mois de nuit polaire. Donc c'est un vrai bonheur de pouvoir vous parler aujourd'hui et aussi un bonheur de retrouver Antje que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines à peine lors d'une conférence à Monaco. Et voilà, un bonheur de pouvoir vous parler du Svalbard parce qu'aujourd'hui, on m'a missionné de vous parler de l'importance de l'éducation et de la recherche scientifique ici, sur un des archipels les plus au nord de la planète. Et le Svalbard, c'est un endroit qui me passionne. J'ai eu la chance d'y aller pour la toute première fois en 2008, lorsque je participais au programme européen Erasmus. J'y ai passé un semestre à l'université ici, puisqu'il y a une petite université à 200-300 mètres de moi. Et ce semestre a été vraiment, m'a bouleversée, m'a transformée au point où, suite à ce semestre Erasmus au Svalbard, j'ai décidé de devenir glaciologue. Et en effet, ici, c'est un endroit privilégié pour s'éduquer, pour faire de la recherche sur le dérèglement climatique. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Alors, je peux vous dire que quand j'ai expliqué à mes parents la toute première fois que j'allais passer un semestre Erasmus au Svalbard, leur réaction a été particulière parce qu'en France, on connaît encore relativement mal cet archipel qui est au cœur de l'océan glacial arctique. Et cet archipel, il est juste ici. Vous voyez, c'est véritablement une des terres les plus septentrionales de la planète. Et je me souviens encore, ma mère à l'époque avait pris une carte de la Norvège continentale, elle avait fait toutes les villes, tous les fjords en cherchant ce lieu dit du Svalbard. J'avais dû lui expliquer que c'était quand même un petit peu plus au nord. Mais si on prend une vue qui est véritablement centrée sur le pôle Nord, on se rend pleinement compte de ce que c'est l'Arctique. Et vous l'avez déjà évoqué à maintes reprises tout au cours de la journée, mais je voudrais insister sur ce point, que l'Arctique est avant tout un océan glacé en partie, recouvert de banquise toute l'année. Cette banquise qui s'étend pendant l'hiver se rétrécit pendant l'été. Et cet océan glacial arctique lui-même est entouré de terres gelées qui sont en grande partie recouvertes de glace. Et l'archipel du Svalbard se trouve juste ici. Et on comprend bien sa position qui est à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord. Ici, voilà, on est à 1000 km du pôle Nord. Et il suffirait d'un vol en avion d'1 heure à 1 heure et demie pour se retrouver à 90 degrés nord. Alors, voilà à quoi ressemble le Svalbard. Alors, ce que vous avez ici sur la droite, c'est une compilation d'images satellites prises pendant l'été. C'est intéressant parce que vous pouvez remarquer sur cette image qu'une grande partie du Svalbard est recouverte de ces taches blanches. Et ces taches blanches, ce sont bien évidemment des glaciers. Et c'est vrai qu'ici, tout est gelé, tout est glacé, tout est dominé par la cryosphère. On en parlait en introduction. Et cette cryosphère, c'est justement toutes ces terres qui sont faites de neige et de glace. Donc ici, lorsque l'on parle de la fonte des glaces, c'est vraiment ce que l'on vit, ce que l'on observe au quotidien. Alors cet archipel, voilà, est fait évidemment de plusieurs îles. L'île principale
Elle est appelée le Spitzberg, qui veut dire les montagnes pointues. Et vous le voyez, cet archipel, en fait, est recouvert de montagnes. Hein. C'est vraiment un archipel très, très alpin. Et en longueur, cet archipel fait à peu près 400 km de long. Alors, le Svalbard a une histoire très, très intéressante. C'était une terre qui n'appartenait à aucun pays jusqu'aux accords de Versailles, où l'administration de cet archipel a été ensuite confiée à la Norvège. Donc, c'est toujours aujourd'hui le cas. La Norvège administre l'archipel du Svalbard. Et cet archipel est aussi régi par le traité du Svalbard. Et il y a, si je ne me trompe pas, je ne suis pas la spécialiste à ce niveau-là, mais il y a à peu près 44-45 pays signataires du traité du Svalbard. Et chaque pays signataire peut aller exploiter les ressources de l'archipel. Et aujourd'hui, un des pays qui utilise ce droit parmi tous ces pays, c'est la Russie notamment, qui a plusieurs communautés, mais notamment une principale, la communauté de Barentsburg, ici au Svalbard. Le Svalbard est recouvert à 60% par les glaces. Vous vous rendez bien compte que c'est le paradis pour étudier ce qui se passe pour les étudiants comme pour les chercheurs. Et on y trouve justement la capitale, qui s'appelle Longyearbyen, là où je me trouve aujourd'hui, qui compte environ 2500 habitants. Donc, c'est un petit village plutôt qu'une capitale, mais c'est vraiment ici que toute l'administration du Svalbard a lieu. Il y a encore quelques mines de charbon qui sont encore en exploitation aujourd'hui. Alors, une mine de charbon pour Longyearbyen, qui est à quelques kilomètres d'ici, la mine numéro 7, qui nous sert à chauffer les appartements, à avoir de l'électricité. Cette mine va être fermée dans quelques années pour avoir une véritable transition écologique au Svalbard et utiliser les ressources que l'on a sur place qui sont, elles, durables et renouvelables. Et l'autre mine de charbon est associée à la communauté russe de Barentsburg. Et d'autres mines ont été fermées ces dernières années, justement dans un souci écologique et aussi parce que il y a beaucoup de mines ici au Svalbard qui ont toutes fait faillite depuis pratiquement plus de 200 ans. Et c'est véritablement le cas aussi pour les mines de charbon aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des mines de charbon, on est surtout ici pour parler de l'éducation et de la recherche. Et ainsi, il y a une université à Longyearbyen, une université internationale, et des stations scientifiques de recherche, elles aussi internationales, à Longyearbyen, mais aussi au nord-ouest de l'archipel, dans une sorte de village scientifique qui s'appelle Ny-Ålesund. Mais aussi au sud, nous avons une station polonaise de Hånsund. Et Longyearbyen est à 78 degrés nord, c'est-à-dire que c'est la ville normale la plus au nord de la planète. Et c'est une blague qu'on fait ici au quotidien, c'est que tout est le plus au nord du monde. Donc, par exemple, la poste est la poste la plus au nord du monde, la piscine est la piscine la plus au nord du monde, l'université, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais voilà, on est très au nord, vous l'avez bien compris. Ce qui est fascinant avec le Svalbard, c'est qu'avant même que le Svalbard soit administré par la Norvège, le Svalbard a toujours été une terre d'exploration, mais aussi d'exploitation des ressources. On est toujours venu visiter l'archipel du Svalbard pour aller utiliser les ressources locales. Ça a commencé notamment, si on remonte à quelques siècles auparavant, par la chasse à la baleine. Ensuite, cette chasse s'est transférée à la terre pour aller justement chasser que ce soit les morses, les phoques, les renards, les rennes du Svalbard, une espèce endémique, mais aussi évidemment les ours polaires qui sont ici aussi très nombreux. Et cette exploitation des ressources a dû finalement toujours s'accompagner d'observations, voire de travaux scientifiques qui n'étaient peut-être pas définis comme tels à l'époque, mais évidemment, si on veut utiliser les ressources au maximum de nos capacités, il y a quelques siècles, il fallait forcément étudier l'environnement autour de nous. Et une des premières expéditions scientifiques pleinement reconnues comme telle ici au Svalbard a été une expédition française, donc Cocorico, qui a eu lieu dans les années 1820, si je me souviens bien, qui s'appelait l'expédition de la recherche, qui a nommé quelques glaciers, notamment le glacier de la recherche dans le fjord de Belsund, qui s'appelait comme ça à l'époque. Et c'est vraiment le début de la recherche scientifique pleinement assumée au Svalbard. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi les plus grandes collection de données, notamment météorologiques, de tout l'Arctique. Et là, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est notamment des données de
températures qui ont été collectées à Eastfield Radio, et puis ensuite ça a été transféré à Longyearbyen, des données sur plus de 130 ans. Et vous imaginez à quel point c'est précieux aujourd'hui d'avoir une continuité de données récoltées au même endroit dans l'Arctique. Et vous pouvez le voir, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat pour lire ce diagramme. On voit très bien ici ce qui se passe dans l'Arctique, mais aussi ce qui se passe au Svalbard. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de subir une transformation régionale monumentale ici de tout l'Arctique. L'Arctique qui est d'habitude dominé par la cryosphère, l'Arctique aujourd'hui est en train de perdre cette cryosphère. Et cette perte de la cryosphère impacte non seulement évidemment les populations de l'Arctique, mais le reste de la planète tout entière. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'Arctique, vous l'avez sûrement déjà répété aujourd'hui, mais se réchauffe 2, 3, 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et ces données, 2 ou 3 ou 4 fois plus, c'est suivant les modèles mathématiques que l'on utilise, suivant les différentes baselines que l'on utilise. Mais aujourd'hui, la communauté scientifique se réunit autour du consensus pour dire qu'une des régions qui se réchauffe le plus vite de la planète aujourd'hui, c'est très clairement l'Arctique. Comment on explique ça? On explique ça par le fait que simplement, l'Arctique est dominé par la glace et que ces glaces extrêmement sensibles à des augmentations de température de l'air, à des augmentations de température de l'eau, quand il s'agit de la banquise et de tous ces glaciers de marée, mais aussi extrêmement sensibles à des changements de précipitations, que ce soit le fait qu'il y ait plus ou moins de précipitations sous forme neigeuse ou plus ou moins de précipitations sous forme de pluie. Et juste pour prendre un exemple par rapport à ce qu'on vient de voir, voilà, une vidéo, je vais la rembobiner, de cette croûte de glace que l'on trouve sur l'océan glacial arctique, cette banquise qui s'étend en l'hiver et qui se rétracte en l'été. Et cette banquise, elles font parler debout. Elles font par le fait que l'eau se réchauffe et par le fait que la température de l'air aussi augmente très très rapidement dans l'Arctique à cause directement des activités humaines. Et ainsi, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, la superficie de la banquise s'est réduite à peu de choses. En 40 ans, on a perdu 40% de la superficie de la banquise. Et ainsi, on est en train de perdre… Heidi, excusez-moi, quand vous mettez l'animation, on a des petites difficultés pour vous entendre. On vous entend, mais ça devient haché quand vous mettez l'animation. Ah, ok. Voilà. Je vais faire une petite pause. Merci, merci pour le commentaire. Mais aujourd'hui, voilà, on est en train de perdre cette banquise arctique qui agit comme un miroir naturel qui réfléchit les rayons du soleil vers l'atmosphère, qui permet de garder l'Arctique froid. Et puisqu'on perd cette banquise, l'Arctique se réchauffe très rapidement. Et si on rezoome sur l'archipel du Svalbard, lui, se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. Et aujourd'hui, on peut vraiment définir le Svalbard comme le ground zero du réchauffement climatique, comme la ligne de front du réchauffement climatique. Alors, à quoi ressemble le Svalbard et pourquoi est-ce que ça en fait une terre aussi importante pour l'éducation et pour la recherche? Déjà, par rapport à ce paysage, voilà à quoi ça ressemble le Svalbard. Alors ça, c'est sûrement des images prises pendant l'automne, quand la neige revient après un été. Et le Svalbard, voilà, il y a très peu de végétation. Il y a seulement 6% des terres recouvertes de végétation ici. Ça en fait un paradis absolu pour étudier la géologie. Voilà, il n'y a pas d'arbres, pas de problème, si j'ose dire. Et c'est vrai que les couches géologiques du Svalbard, qui sont au-dessus du niveau de la mer, ce sont pratiquement les mêmes couches géologiques que l'on retrouve dans la mer de Barents, entre le nord de la Norvège et le Svalbard. Comme vous le savez très bien, la mer de Barents est pleine de ressources, notamment de gaz et pétrole. Et ça fait que le Svalbard est un endroit très, très intéressant pour mieux comprendre cette géologie et mieux étudier la présence possible de ces ressources un petit peu plus au sud, sous le niveau de la mer. Le Svalbard est a aussi la chance d'avoir une faune et une flore absolument extraordinaires. Si vous l'avez remarqué, vous avez un magnifique ours polaire sur cette image, Ursus maritimus, qui est un animal marin avant tout, qui a besoin de cette banquise pour continuer à vivre, à chasser, à se reproduire. Et ça en rend un territoire fabuleux pour étudier tout ce qui est biologie et à quel point ces espèces qui sont ultra adaptées à des conditions
très spécifiques, il y a des niches écologiques très bien définies, mais ça permet de comprendre comment ces espèces essaient de s'adapter à ces bouleversements écologiques et à savoir si ces espèces peuvent s'adapter à des transformations aussi rapides aujourd'hui. Il y a aussi une station ici qui nous permet de communiquer avec les satellites. Cette station s'appelle KSAT et je suis sûre que les scientifiques qui sont dans la salle aujourd'hui ont déjà téléchargé des données qui ont été collectées par KSAT. La station, elle est sur la montagne qui est juste derrière moi. Alors, vous ne la voyez pas à cause de la luminosité, mais c'est une station de très grande ampleur aujourd'hui qui compte des dizaines et des dizaines d'antennes et qui communique donc avec les satellites juste avant qu'ils passent par-dessus le pôle Nord. Donc, c'est essentiel d'avoir cette station pour télécharger des données des satellites, mais aussi pour leur renvoyer des instructions pour leur donner, leur changer leur mission ou leur corriger un tout petit peu leur trajectoire. Et ça explique aussi pourquoi on a un des Internets les plus rapides de la planète ici, parce que cette station de satellite a besoin d'un Internet très performant, comme vous pouvez vous l'imaginer. Il y a aussi un bâtiment, qui n'est pas un bâtiment quelconque au Svalbard, qui est tout près de l'aéroport, qui s'appelle le Global Seed Vault. C'est un bâtiment qui utilise une des anciennes galeries minières enfoncées dans la montagne, à 100 mètres d'altitude, enfoncées à 100 mètres dans le permafrost, qui est un grenier naturel à moins 18 degrés, qui permet aujourd'hui de stocker des graines, des semences du monde entier. Et je sais que dans la salle, il y a des personnes qui ont eu la chance de participer au premier voyage français qui a amené des semences ici au Svalbard en 2016. Donc, je les salue bien et j'ai eu aussi beaucoup de chance de pouvoir faire partie de ce voyage-là. Donc là aussi, énormément d'importance globale et d'importance de collaboration entre les pays pour permettre d'avoir ce grenier à graines de l'humanité qui puisse être utilisé par tous les pays du monde entier dans un esprit vraiment de coopération globale. Et voilà à quoi ressemble mon petit village de Longyearbyen. Alors ça, c'est une image pendant l'été qui n'a rien à voir avec ce que j'ai sous les yeux en ce moment, mais juste pour vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Et vous pouvez voir en bas à gauche, nous voyons l'université. Alors je vais essayer de... je ne sais pas si je peux mettre un petit laser. Non, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais c'est juste en bas à gauche. Voilà, un grand bâtiment. Et justement, maintenant, je vais vous parler de l'éducation qui se déroule ici au Svalbard. Alors l'éducation au Svalbard, elle est vraiment rythmée par rapport au rythme de la nature. C'est vrai qu'ici, on est encore un des rares endroits sur Terre où on est obligé de composer avec la nature. Déjà, il faut savoir que même si on est très, très au nord, il ne fait pas si froid que ça au Svalbard. On a la chance d'avoir une petite branche du Gulf Stream qui vient caresser les côtes du Svalbard et qui nous amène des conditions relativement clémentes. Là, aujourd'hui, il fait à peu près moins 10, moins 12. Mais vous pouvez voir ici sur ce petit schéma, voilà la moyenne des températures. Ça, c'était en 2015-2016. Donc, pendant l'été, on a de la chance s'il fait autour de 5 ou 10 degrés en moyenne pendant l'été. Maintenant, il peut y avoir des pics de température jusqu'à 23, 24 degrés pendant l'été, ce qui est assez effrayant. Et en hiver, on peut encore avoir des températures jusqu'à moins 30, moins 35, mais le plus souvent, c'est autour des moins 20 degrés pendant l'hiver. Évidemment, le soleil rythme tout ici aussi. Là, on vient de récupérer le soleil depuis quelques jours à Longyearbyen. Très rapidement, d'ici la mi-avril, il fera jour 24 heures sur 24. Et pendant l'hiver, il fait nuit 24 heures sur 24, ce qui rend le travail un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on fait plus de cours théoriques à l'université pendant l'hiver que pendant l'été, vous imaginez bien. En parlant de l'université, voilà à quoi elle ressemble. J'ai eu la chance de pouvoir y faire mon semestre Erasmus et ensuite mon doctorat au Svalbard. Et maintenant, je continue à donner des cours de glaciologie à l'université. C'est une université qui se veut être petite et très spécialisée, mais surtout extrêmement ouverte pour la collaboration et ouverte à l'international. Donc, vous pouvez le voir qu'en 2019, donc une des dernières années normales, il y avait pratiquement 750 étudiants à l'université, plus de 44 nationalités différentes. Et on y apprend voilà, la glaciologie, la géologie, la biologie arctique, la géophysique arctique. Et c'est une université qui a un potentiel gigantesque parce qu'elle n'est pas encore ouverte aux sciences sociales, mais le temps se raccourcit, je pense. Il serait temps que l'université s'ouvre à de nouvelles sciences parce qu'il serait très intéressant justement de rajouter cet aspect population, implication humaine du dérèglement climatique ici au Svalbard.
Et c'est pas une université comme toutes les autres. Évidemment, on fait tout pour mettre les étudiants sur le terrain tous les jours, le plus souvent possible, dès que le soleil revient. Et ainsi, les étudiants sont formés au travail du terrain. Les premiers jours pour le semestre de printemps, le semestre qui a lieu en ce moment, les étudiants passent au travers d'un bootcamp pendant une semaine qui fait un petit peu peur, voilà, quand on voit ces images-là, mais c'est essentiel pour nous, les profs, d'avoir des étudiants qui soient habitués au terrain, qui savent comment s'occuper des uns des autres, qui savent comment réagir en cas de problème. Donc là, ce que vous voyez, c'est la formation de premier secours au mois de janvier. Généralement, il fait moins 30, moins 35, c'est assez difficile. Ici, c'est le sauvetage crevasse, sauvetage avalanche. Et ce qui est peut-être le highlight de tous les bootcamps du mois de janvier, c'est que on nous jette dans un trou qui est fait dans la banquise pour savoir comment se préparer au fait que parfois la banquise se dérobe sous nos pieds et qu'il faut être capable de remonter sur la glace. Voilà, donc ça c'est un peu difficile, mais juste après on nous jette tous dans un sauna et tout va bien, on se réchauffe assez vite. Et évidemment, on est quand même ici au cœur du royaume des ours polaires, donc il faut se préparer au maniement des armes. Évidemment, les ours sont complètement protégés ici, mais c'est au cas où, en cas de self-défense, il faut être capable de manier une arme de façon la plus sécure possible. Alors ça, c'est l'aspect éducation que je viens de vous présenter. Maintenant, je voudrais transitionner vers l'aspect recherche, où là aussi, la recherche au Svalbard est vraiment dominée par une coopération internationale. Et pour refléter cet aspect-là, je voulais vous parler de la base de Ny-Ålesund, qui est en fait véritablement un village global où chaque pays qui est présent à Ny-Ålesund a une petite maison, une petite cabane qui lui sert de base et là où la recherche va être menée. Et je vais vous parler notamment des bases que l'on a en commun avec AVI, avec l'Institut polaire allemand, le Alfred Wegener Institute. Ces cabanes, ces belles maisons que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois lorsque je travaillais à Ny-Ålesund. Vous avez la station Korbel en haut à gauche, un tout petit peu à l'extérieur de Ny-Ålesund, et ce qu'on appelle familièrement la maison bleue qui est au cœur de Ny-Ålesund. Voilà, encore une fois que IPEF partage avec AVI. Et à Ny-Ålesund, il se passe tout un tas de programmes scientifiques et juste pour vous en montrer un, le programme Cryos, qui est un programme que nous menions avec des universités anglaises et UNIS au Svalbard, qui est un programme qui étudiait ces grands glaciers de marée que l'on trouve à 2 pas de Ny-Ålesund. Et ces glaciers de marée, voilà, c'est tout ce que vous voyez ici en gris clair sur cette image, des glaciers qui aujourd'hui sont ceux qui contribuent le plus à l'élévation du niveau des mers et des océans. Et pour étudier ces glaciers, on essaie de les attaquer de toutes parts. Finalement, on essaie de comprendre quelle est l'interaction entre cet océan qui se réchauffe et cette glace très froide. On essaie d'installer des appareils photo time-lapse, ce que vous pouvez voir en haut à droite, qui vont prendre des photos des glaciers et étudier leur mouvement, leur dynamique, essayer de comprendre quelle est la quantité de glace qui est perdue par ces glaciers jour après jour, année après année. Et on fait aussi beaucoup de travaux pour mesurer l'épaisseur de ces glaciers et essayer de comprendre quelle est leur potentielle élévation du niveau des océans. Alors, ce glacier-là, celui que je vous illustre, c'est un glacier qui s'appelle Kronebreen et un des glaciers les plus actifs du Svalbard. Et en quelques années à peine, voilà, le glacier a énormément reculé. Et en reculant, en se raccourcissant, évidemment, ce glacier contribue à l'élévation du niveau des mers et des océans. Et c'est ce que je vais vous montrer ici, qui est le résultat de nos travaux encore en utilisant les appareils photo time-lapse. Et ça vous illustre très bien ici pourquoi c'est ce qui se passe au Svalbard. Parce que peut-être que les glaciers sont beaucoup plus petits que ce que l'on trouve au Groenland ou en Antarctique, mais finalement, ils sont beaucoup plus accessibles. Et ce que l'on comprend au Svalbard nous permet de comprendre les dynamiques de grandes calottes polaires telles que le Groenland et l'Antarctique. Alors, en conclusion, je voulais élargir un petit peu, s'éloigner du Svalbard et nous concentrer sur ce qui se passe dans l'Arctique tout entier. Parce que ce qui se passe dans l'Arctique, évidemment, affecte les personnes de l'Arctique, mais affecte aussi le monde entier. Ce que je veux vous expliquer par ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans l'Arctique est très, très rapide. Et non seulement l'écosystème de l'Arctique est affecté par nos activités humaines, mais le fait que ces écosystèmes changent
nous impacte encore plus et amplifie le dérèglement climatique. Et vous voyez ici, par exemple, une image à gauche du permafrost. Le permafrost qui recouvre 25% des terres de l'hémisphère nord. Sur ce permafrost, on a 60% des infrastructures polaires. C'est pas que des aéroports, des maisons, des routes, c'est aussi des pipelines, c'est aussi des mines, c'est aussi voilà des unités de stockage d'énergie fossile qui peuvent être très polluantes si elles se déstabilisent. Mais le permafrost, lorsqu'il dégèle, eh ben lui aussi va se mettre à émettre des gaz à effet de serre et à amplifier le dérèglement climatique. La banquise que l'on voit à droite, alors je me suis permise de piquer cette image de l'expédition Mosaïque du Alfred Wegener Institute. C'est une image qui a été prise au pôle Nord en août 2020, si je ne me trompe pas. Vous voyez à quoi ressemblait le pôle Nord ce jour-là. On sait que le fait que la banquise se rétrécisse année après année nous affecte, nous, directement en France. Elle affecte le climat et la météo de tout l'hémisphère nord. Elle va impacter directement notre agriculture chez nous. Et c'est vrai que la présence de cette cryosphère dans l'Arctique permet de stabiliser le climat global. Et si la cryosphère se déstabilise, eh ben, c'est tout notre climat qui est déstabilisé dans l'hémisphère nord. Évidemment, si on perd ces glaces arctiques, on participe à l'augmentation du niveau des mers et des océans. Et c'est pas que le Bangladesh ou les Pays-Bas qui vont être affectés, c'est aussi chez nous en France. Et on sait que le Groenland, par exemple, est capable d'augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres. Et on le voit sur ces images de Climate Central, quel pourrait être l'impact chez nous, en France, de l'augmentation du niveau des océans. Et on sait que si on dépasse la barre des 1,5 degrés, on risque de créer une élévation du niveau des mers irréversible liée à la déstabilisation, notamment du Groenland, si on se concentre qu'à l'Arctique. Et pour terminer, je voulais aussi vous parler évidemment des populations arctiques. On sait qu'il y a 4,5 millions d'habitants dans l'Arctique, que ce sont les populations les plus menacées aujourd'hui par le fait que l'Arctique se réchauffe, mais aussi par la pollution qui est émise par les pays les plus au sud. Et ces populations, si on le protège, eh ben, on se protège nous aussi des impacts négatifs du dérèglement climatique. Et pour terminer sur deux petits points, et je sais que vous voulez que je termine rapidement, mais donnez-moi juste une petite minute. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, le fait que l'Arctique se réchauffe permet d'avoir accès à plus de ressources. Mais ce n'est pas si simple que ça. Un Arctique qui se réchauffe, c'est aussi un Arctique qui est miné par des conditions météorologiques extrêmes qui sont de plus en plus imprévisibles. Ça ne va pas être si simple que ça d'aller utiliser les ressources de l'Arctique, même si c'est déjà très largement le cas aujourd'hui. Et pour illustrer ça avec toutes les ressources halieutiques, la pêche, on sait aujourd'hui que les espèces sont en train de migrer vers le nord, notamment la morue, mais que l'océan glacial arctique, c'est un des océans qui s'acidifie le plus sur Terre à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc finalement, ça ne va pas être si simple que ça d'avoir cet optimisme d'aller chercher les ressources de l'Arctique. Et n'oublions pas que nous sommes sur des terres ici qui ne tolèrent pas la moindre pollution. Et enfin, il y a encore beaucoup de solutions qui peuvent être mises en place aujourd'hui, bien sûr, pour ralentir nos émissions de gaz à effet de serre, pour essayer de respecter l'accord de Paris. Il y a des solutions qui sont déjà en place, qui marchent, notamment en Islande, avec la captation du CO2. Il est important aussi de travailler main dans la main avec les communautés autochtones pour apprendre de leur adaptation sur des millénaires face à des changements de conditions extrêmement rapides. Mais ne nous trompons pas par rapport à ces solutions-là. Il faut que ces solutions soient en adéquation avec les populations locales. Il y a beaucoup de solutions de géo-ingénierie qui sont en train d'être testées en ce moment et qui pourraient avoir des vrais problèmes de gouvernance et des problèmes directs sur les populations de l'Arctique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Et je reste en ligne si vous avez des questions. Merci.